Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Après OpenAI, maintenant Adama Kanté, le Mali est-il finalement devenu un paradis pour les vendeurs de rêves? C'est la question qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, M. Cheikhoumar Soumano, il est le coordinateur du baromètre et aussi président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. M. Soumano, merci d'être autour de ce plateau. Bonsoir Barou, bonsoir à tous nos téléspectateurs, c'est à moi de vous remercier. Deuxième invité, M. Boubakari Diko, il est premier vice-président du parti Élément, non moins conseiller communal en commune 4 du district du Bamako ou le 4e arrondissement. C'est bien ça, M. Diko? Merci d'être avec nous. Merci M. Barou, le plaisir de partager. Troisième invité, professeur Abdul Karim Djamoutine, professeur d'enseignement supérieur, également président du mouvement démocratique pour la justice sociale. Professeur, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir au co-débatteur. Le quatrième invité, M. Mokhtar Sy, président de la Génération Engagée, va incessamment nous rejoindre autour de ces plateaux. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Avant d'ouvrir les débats sur la thématique principale, malgré les assurances données l'année dernière par le ministre Lamine Sédou Traoré, l'EDM est encore incapable cette année de fournir de l'électricité à ses abonnés. Le ministre de l'Énergie et des Mines doit-il des explications aux Maliens après la réception en grande pompe l'année dernière d'importants lots de groupes électrogènes? Monsieur Diko, les délestages concernent votre commune aussi? Bon, je pense que les délestages, ça concerne un peu partout, à Bamako, oui, même à l'intérieur du pays. Et ça depuis très fort longtemps, c'est pas maintenant. Oui. Mais on a eu, dans ces derniers mois, dans ces dernières années, des rassurances comme quoi tous les dispositifs techniques... Surtout l'année dernière. L'année dernière, bien sûr. Oui. Tous les dispositifs techniques, matériels est maintenant au point pour que les Maliens ne puissent plus subir ces délestages parce que quand même, on est au XXIe siècle. C'est quand même regrettable de voir que jusqu'à présent, que nos hôpitaux, nos maisons, un peu partout, nos écoles, l'administration publique subissent de plein fouet ces délestages. Oui. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a des réflexions approfondies pour amener la solution à ces problèmes? Monsieur Soumano, oui. Comment expliquer ce décalage entre cette promesse du ministre Lamine Sédou tenue l'année dernière et le résultat qu'on a cette année? Déjà, encore une fois, bonsoir à nos téléspectateurs. Nous sommes au mois de Ramadan. Je n'avais pas eu la chance d'être sur le plateau d'ici là, donc je profite pour souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Ceci dit, vous savez, si quelqu'un s'intéresse particulièrement aux activités énergétiques au Mali, c'est moi, je dirais, à travers notre organisation et surtout à travers notre structure baromètre. Donc, moi, j'estime que le gouvernement a de bonnes intentions. Le ministre, quand il est venu, en tant que, même pas n'étant pas spécialiste de la question, mais quand même, a compris que les questions énergétiques, le problème de délestage, c'était lié à un problème d'investissement. Et on a vu tous les chiffres qui ont été annoncés et des actions qui ont été menées. Et comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et peut-être il faut que les gens intègrent que la sanction, le fait qu'il y a eu la fermeture des frontières a fait que souvent certains équipements qui devraient venir justement appuyer les groupes qui ont été livrés, qu'on a vus, malheureusement ne sont pas arrivés à temps à cause de l'embargo. Donc ça peut expliquer le fait qu'il y a eu ce décalage entre la période qu'on avait pensé où il n'y aurait pas eu de délestage avec justement ce qui s'est passé. Mais quand cela ne tienne, il faut aussi noter que cette dernière semaine, il y a eu une amélioration. Parce qu'on a eu un communiqué où il y a eu 2 semaines passées, il y avait des réparations qui étaient en cours. Donc j'ai vu même l'intervention du directeur de l'EDM qui disait que la panne était due justement à la coupure d'un des fils.
et que les équipes étaient justement de travailler pour que la fourniture de Bamako en électricité soit une réalité. Et donc je pense que, vous savez, on va toujours dire, tant qu'on ne fournit pas à 100% de façon permanente l'électricité, il y a toujours des complètes, mais il faut aussi noter qu'il faut faire avec des alliés. Ok. Professeur, les fidèles musulmans ont démarré le mois de carême dans le noir finalement, malgré les promesses de l'année dernière du ministre Sédou Traoré. Ok, merci. Et je crois que ce n'est pas un phénomène nouveau au Mali au fait. Parce qu'au Mali, il faut que les comportements changent. Vous savez, au Mali en général, on annonce les grandes choses. Mais lorsqu'il s'agit de vérifier, on se rend compte que souvent, nous ne sommes pas généralement au rendez-vous. Vous allez voir, c'est pourquoi souvent on a l'impression que le gouvernement communique à l'endroit du peuple, simplement pour essayer d'étouffer ou bien de dire ce que le peuple voudrait entendre. Vous savez, en matière de gestion d'un État, il faut une planification très rigoureuse. Ça commence d'abord par la conception, l'expression des différents besoins. À ce niveau, quand un gouvernement dit que nous allons commander des équipements et que ces équipements devraient prendre en charge l'ensemble de nos préoccupations, et donc, surtout qu'on a même vu ces équipements venir. Oui, donc ils étaient même escortés par bien sûr, tout cas les militaires. En son temps, en grande pompe, en son temps, parce que le pays traversait une période, donc il fallait communiquer pour dire au peuple, etc. Mais je vais dire simplement. Peut-être de la poudre aux yeux finalement. Bon, je ne dirais pas ça, je vais simplement pourquoi. Parce que le ministre souvent peut être induit en erreur. Lorsque souvent vous avez des techniciens qui sont chargés de la conception, quand ils font une mauvaise conception, vous en tant que politique, n'est-ce pas, c'est vous qui portez chose. Et donc, s'il y a des biais de conception, même si les équipements viennent, ils ne seront pas adaptés. C'est pourquoi tout à l'heure, le frère Soumano disait, et vous savez, souvent c'est écœurant, lorsqu'à un certain niveau, chaque fois on sort, on dit non, il y avait des coupures de fils par là. Pour un État, c'est absurde, ça ne doit pas se dire. Oui. Ce qu'on veut dire, moi je voulais simplement, vous savez, si nous voulons tous changer, parce que la dynamique nouvelle enclenchée par le Mali voudrait dire que nous changeons tous ensemble. Cela suppose qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Il faudrait que tout le processus de planification soit revu. Au niveau de la conception, la mise en œuvre, le suivi, n'est-ce pas? Et éventuellement les corrections qu'il faut éventuellement avancer. Oui. Mais vraiment, c'est pas seulement au niveau de l'énergie. Vous avez vu, si je fais un exemple, vous avez vu au niveau des trains, etc., du train, etc., beaucoup de choses, il y avait des effets d'annonce, mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de vérifier, on s'est rendu compte. Maintenant, est-ce que le problème c'est au niveau de la conception, la mise en œuvre, ou bien la gouvernance? Un autre problème crucial au niveau du Mali, c'est la gouvernance. Même si souvent la conception est bien faite, au niveau de la mise, mais quand la mauvaise gouvernance est là, il peut y avoir des problèmes de carburant ou autre chose d'entretien peuvent induire à des erreurs. D'accord. Toujours au chapitre de généralité, en début de semaine, nous avons assisté à une évolution dans les dossiers Razbadj et Urokiatou Doumbia. M. Boukari, on nous annonce de nouvelles charges contre le sieur Razbadj et la dame Rose Doumbia. Comment vous avez assisté à cette évolution de ces deux dossiers? Il faut dire, honnêtement, sur ces deux dossiers qui sont des dossiers un peu sensibles, qui sont pour l'instant au niveau de la justice, peut-être que ça n'a pas trop préférable d'investir sur ces dossiers, peut-être laisser au niveau de la justice. Mais ce que je voulais dire quand même, quand on regarde un peu ces dossiers au contour, on voit manifestement une privation de la liberté d'expression. Et je pense que ce sont des attitudes qui sont des entorses à la démocratie. Et c'est pas maintenant, c'est depuis un bon moment. Razbadj et la pauvre dame sont victimes de cette privation de liberté d'expression, comme d'autres aussi ont subi de plein fouet. Et aujourd'hui, je pense que tous les démocrates, tous les républicains, je dirais toute personne dans ce pays qui a manifestement convaincu des droits de l'homme et la liberté d'expression doit manifester pour que la vraie justice puisse se faire. Et malheureusement, on constate que le problème dans notre système judiciaire, c'est qu'elle est bourrée d'injustice. Et on ose espérer que ces deux cas auront des traitements honorés par la justice. Ok. Justement, l'évolution de ces deux dossiers. Bon, vous savez, moi je le dis souvent, généralement quand je n'ai pas tous les éléments d'un dossier, j'évite d'opiner là-dessus, parce qu'on a vu effectivement une évolution. Et comme on le dit, dans le doute, il faut s'abstenir. Donc moi, je m'en tiens d'abord à l'évolution, le temps d'avoir des éléments beaucoup plus probants qui me permettent de porter un jugement
Et d'ici là, je préfère quand même observer. Monsieur professeur Djamtene. Ok, et merci. Est-ce qu'on peut parler de revirement pour ce qui concerne Razbach, au départ on parlait de supposition d'infraction. Bon, et comme à la suite de mon frère, au fait, c'est un dossier un peu spécialisé, c'est du domaine du droit. Moi, je suis économiste, mais cependant, j'ai mon appréciation un peu. Moi, vous savez, moi, ce à quoi je tiens, c'est des règles de fonctionnement claires dans le cadre d'un État. Vous savez, lorsque les règles sont bien préétablies, vous savez si vous devez y prétendre oui ou non. Vous comprenez? Et donc, en matière de communication, ce dossier-là, il faudrait qu'il soit bien géré au niveau de la justice. Ça voudrait dire quoi? Il faudrait que l'on sache réellement dans le cadre du pays qu'est-ce qui peut conduire à quoi. Il faut que ce soit clair au niveau de toute l'opinion. Mais lorsque souvent des décisions sont sujettes à caution, beaucoup de discussions, c'est pas bien en matière de communication d'abord interne. Mais moi, là où je suis un peu choqué, c'est beaucoup plus la communication extérieure. Parce que vous avez, au niveau de cette crise aujourd'hui, le Mali a vraiment été apprécié à l'extérieur par beaucoup de personnes aujourd'hui, vous comprenez? Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont soutenu le Mali parce qu'ils pensent que vraiment on est dans une certaine droiture. Oui. On est d'accord. Donc, du coup, maintenant, si au niveau de la justice, chaque fois il y a des communiqués, n'est-ce pas, qui sortent contre le gouvernement, donc, du coup, on a du mal à comprendre. Moi, c'est ça, mais sinon, je me remets à la justice et je souhaite qu'il y ait certaine clarté dans la communication de la justice et celle du gouvernement. Après OpenAI, aujourd'hui, Adama Kanté, l'on n'est-il pas finalement en droit de se demander si le Mali n'était pas devenu un terrain d'expérimentation pour les vendeurs de rêves qui finalement, pour aider les honnêtes maliens à se prémunir contre les mauvaises surprises? Monsieur Diko, comment vous avez appris déjà cette affaire dite OpenAI et aujourd'hui Adama Kanté Gate? À vrai dire honnêtement, c'est pas la première fois qu'on voit un dossier pareil de OpenAI. Oui. On a eu QNet, je pense qu'on a eu Viprinium aussi, qui malheureusement ont tous arnaqué nos pauvres citoyens. Donc, quand de ces états de fait... Déjà, vous pensez qu'il s'agit de l'arnaque pure et simple? Oui, c'est un système. Quand on regarde pour ce qui concerne les deux dossiers, je ne parle pas d'Adama Sangaré, mais Adama Kanté plutôt. Je parle de OpenAI. Oui. OpenAI, quand on regarde, c'est un système qui est basé sur la pyramide de Ponzi, qui est un système financier frauduleux qui consiste à financer les investissements des clients par les nouveaux entrants. Donc, ce système qui, malheureusement, a fait beaucoup de dégâts un peu au Mali, à travers les deux systèmes précédemment, mais aussi un peu partout au monde. L'exemple frappant qui est une belle illustration, c'est l'opération de Bernard Madoff, qui a fait plus de 5 milliards de pertes aux États-Unis. Donc, ce système, c'est un système très simple, qui consiste à faire amener les nouveaux clients avec une rémunération alléchante. Et malheureusement, pour ceux qui cherchent la patte gain facile, malheureusement, se retrouvent tout de suite piégés. Ce qui est important dans ce système, malheureusement, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas un système d'information, d'accompagnement de nos citoyens. Et ça prouve aussi qu'il faut accompagner, il faut éclairer la lanterne de nos compatriotes. Aussi, ce qui est important aussi, c'est que l'État doit veiller. L'État doit veiller à nos citoyens pour que ces genres de sociétés ne puissent plus... Surtout, c'est des sociétés qui louent des bâtiments publics, des infrastructures qui sont reconnus, oui. qui sont enregistrés, qui sont des sièges. Qui ont un siège. Mais aussi, rassure-toi, c'est pas aussi facile de les contrôler. Je vous donne juste le même exemple. Bernard Madoff a fait plus de 40 ans d'exercice dans un pays où le système de contrôle est très très performant. Mais chez nous, je pense que l'État, en collaboration avec tout le système financier, le système informatique, est aujourd'hui capable de contrôler, de veiller en amont et en aval pour que ces genres d'activités ne puissent plus perdurer, parce que ça a un impact colossal sur ce que nous vivons. Ça, c'est le premier aspect côté OpenAI. On va revenir à celle de Adama Kanté. Déjà, pour arrêter le curseur sur OpenAI, vous, en tant que président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, comment OpenAI a pu opérer pendant tout ce temps au Mali? Okay. Alors merci bien Badou, c'est important parce que vous savez, déjà le Mali
était déjà en train de se battre pour faire la promotion de la destination Mali auprès des investisseurs. Ça, c'est une vocation, parce que notre politique de diplomatie économique et des affaires, c'est de promouvoir l'investissement direct étranger. Et cela est beaucoup plus, ça c'est perceptible justement dans le code des investissements de Mali, qui est l'un des plus attractifs de la zone UEMOA. La bonne preuve, il y a un code des investissements. Quand vous venez, vous investissez, vous êtes exonéré d'un certain nombre d'impôts et taxes. Par exemple, vous avez pendant 8 ans, 5 ans ou 3 ans, ça dépend de la période d'investissement et du montant investi, vous ne payez pas de patente. Et également, il y a une réduction de votre taux sur l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial qui passe de 30 à 25%. Donc ceci dit tout simplement que l'État malien considère que les investisseurs sont de bonne foi. Donc quand quelqu'un vient, ce qui est derrière, c'est que quand un investisseur étranger vient, l'État, le bénéfice direct que l'État a, c'est déjà les impôts. Et c'est surtout la création d'emplois pour la jeunesse malienne. Donc, face à cela, on comprend pourquoi, justement, nous avons un système de promotion des investissements qui est assez attractif. Et qui a fait que, d'ailleurs, le Mali, par le passé, a été placé par la Banque mondiale comme étant... Soumano, dans les cas d'espèce, est-ce que vous pensez que OpenAI payait des impôts à l'État, par exemple? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde les investisseurs qui viennent au Mali, enfin, les potentiels victimes, en guillemets, quand ils arrivent, eux, ils ne se donnent pas la peine de vérifier à savoir est-ce que l'impôt, la société en question est crédible parce qu'elle paie des impôts. Ça doit être une première démarche. Ça, c'est important. Parce que j'allais venir à ça. Il faudrait que quand vous voulez investir votre argent dans une entreprise, cherchez d'abord à voir les fondamentaux sur l'entreprise. Premier, c'est son chiffre d'affaires, c'est la légalité en termes de sa création. Est-ce que l'entreprise, elle paie des impôts? Donc, si vous n'êtes pas incapable de vous donner ces informations-là, mieux vaut passer par un connaisseur. Il y a des spécialistes en la matière qu'on appelle les conseillers en investissement qui pourraient vous donner ces informations-là. Et si aujourd'hui on voit, il paraît qu'il y a à peu près 700 000 Maliens, d'après les informations qu'on a, je ne sais pas si c'est vérifié. Oui, ça a été donné par un journal, en tout cas réputé de la place. Il a parlé de 700 000 victimes. 52 milliards. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il faut le dire. Maintenant, comment toutes ces 700 000 personnes sont parvenues à faire confiance sans avoir eu cette démarche préalable que je lui ai indiquée? C'est là où il y a le problème. Donc, il faudrait que des garde-fous, des conseils utiles et diligents soient donnés justement à l'avenir pour que désormais les gens se donnent le moyen quand même de ne pas se précipiter à aller vers des gens. Comme il a dit, on a vu par exemple, vous voyez, le même cas c'est arrivé en Jamaïque, le Usain Bolt, qui était très riche, est devenu pauvre à cause justement du même système. Donc ça veut dire que ce n'est pas que le Mali. Donc, mais les gens doivent faire attention quand chercher à savoir là où ils mettent les pieds. Professeur, après son forfait, on a l'impression que OpenAI s'en est tiré en si bon compte finalement. Oui, c'est là la désolation. Comme il a dit, c'est ça la désolation. Au fait, comprenons quel est le rôle d'un État. Un État, c'est amener le bien-être à sa population. Et donc, un garde-fou. Donc, dès lors qu'un agent vient et se comporte en arnaqueur, forcément, il y a une sanction qui doit être là. Parce qu'au fait, quand vous regardez, le Mali est un pays pauvre, la population en majorité. Pourquoi les gens souvent tombent dans des systèmes pareils? Parce que d'abord, il n'y a pas d'emploi. Même quand ils sont des emplois, les emplois faiblement rémunérés. Donc, du coup, quand il y a des opportunités pareilles, donc ils mordent à la maison. Pour preuve, il y a seulement quelques années, je crois qu'il y avait un nœud qui était au Bénin, où quand les premiers souscripteurs, quand 100 000 francs, on donne 200 000 francs, après 200 000, on donne 400 000. Donc, les premiers sont rémunérés comme ça, et après. Maintenant, du coup, votre voisin a investi 1 million, 2 millions le mois suivant, et donc, du coup, vous êtes tenté d'y aller, mais vous, en tant qu'État, ne comprenez pas, l'État, c'est une superstructure. L'État, c'est l'ensemble des informations. L'État a tous les bras. La possibilité d'enquêter, de savoir et d'informer. Et si l'État n'était pas au courant? Parce que l'État ne s'est pas donné les moyens d'être au courant. Parce que vous êtes un État, quand vous êtes organisé, aucune entité ne peut venir dans votre pays, n'est-ce pas? Et que vous ne soyez pas informé. Et surtout, des activités d'une envergure pareille, forcément, l'État est informé. Mais seulement, comme je l'ai dit, le problème du Mali, comme de beaucoup de pays dans la sous-région, c'est une question de gouvernance et de priorité des acteurs. Parce qu'il faudrait d'abord que ceux-là qui agissent au nom de l'État en font une préoccupation, se disent il faudrait que je m'en intéresse, et donc du coup essayer maintenant de mener. Donc vous pensez que c'est l'État qui n'a pas su protéger ses citoyens finalement? Normalement, c'est l'État qui protège les citoyens. Ça, c'est l'obligation de l'État. Maintenant, je voudrais dire quelque chose à Soumano. Oui. Vous savez, Soumano, il n'est pas donné à un individu simplement de vérifier de tout ça au niveau d'une entreprise. C'est pas facile, parce que vous êtes un spécialiste, un connaisseur, vous avez un certain niveau, il vous est facile de vérifier, d'avoir accès à certaines informations. Mais pour d'autres, c'est pas évident. Exemple, ces mêmes éléments, pas
passe par les canaux, n'est-ce pas, de ces hommes des médias. Par tous les canaux officiels. Donc, dès lors qu'un individu voit ça, il se dit que c'est un véritable indicateur de crédibilité dans le cadre d'une nation. Oui. Donc, facilement, il mord à la maison. Mais qui vérifie la solidité des efforts principaux? C'est l'État. D'accord, on va vous retourner. Mokhtar Sy, nous avions annoncé votre présence autour de ce plateau. Justement, on était en train d'évoquer cette affaire dite OpenAI. Vous, au niveau de la génération engagée, est-ce que vous avez enregistré des victimes en votre sein? Merci Oumar. Non, nous n'avions pas enregistré de victimes, Dieu merci. Mais ce que nous en pensons, c'est quand même il assez peut y grave. avoir des victimes non déclarées. Bon, certainement, mais nous n'avons pas enregistré de victimes à notre niveau au sein du mouvement Génération Engagée. Mais il faut quand même rappeler que il y a eu de nombreuses victimes qui se sont d'ailleurs fait enregistrer auprès de différents tribunaux, de différents postes de police et consorts, mais ce qu'il faut retenir ici pour moi, c'est la leçon. Oui. Il faut aujourd'hui que l'entrepreneuriat soit mieux encadré par nos services publics, qui ait quand même un œil très regardant sur tout ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat jeune. C'est bien d'encourager les jeunes à entreprendre, mais c'est également très bien de prévoir des mécanismes de surveillance de sorte à ne pas permettre à ces entrepreneurs-là de flouer les citoyens ou en tout cas de leur proposer des offres tellement alléchantes qu'après ces citoyens se verront arnaqués ou escroqués pour la simple raison que ça n'a pas été vérifié, ça n'a pas été contrôlé comme il le fallait. Vous pensez que c'est l'État qui a failli à sa responsabilité? Alors, je ne dirais pas que l'État a failli, plutôt j'encourage à un moment donné. Il y a une part de responsabilité qui est partagée entre tous les acteurs ici. Pour moi, la première responsabilité, c'est d'abord la personne qui entreprend, qui devait veiller à ce que tout soit clair, tout soit sécurisé, de son produit, le parcours et la finalité, tout soit clair pour le consommateur. Mais aujourd'hui, je dis, il faut que l'État prenne des dispositions. Ça, c'est valable dans tous les secteurs. L'État doit prendre des dispositions pour protéger le consommateur contre ce type d'arnaque. Ok. Pour revenir au cas Adama Kanté qui continue à défrayer toutes les chroniques aujourd'hui au Mali, comment aussi cela a pu prospérer au Mali? D'accord, okay, merci. En tout cas, je voulais juste aborder le cas d'Adama Kanté, juste rebondir sur OpenAI encore. Non, juste pour dire qu'en général, les grandes sociétés financières solides sur la place n'offrent jamais des taux de rémunération à hauteur de 20-30%. Ça n'existe pas. Même un DAT, pour avoir au moins 5-6%, il va falloir déposer des grands fonds. Donc ça, ce sont des indicateurs palpables que je pense que les citoyens lambda doivent le savoir. On ne peut pas, en un laps de temps... Peut-être l'analphabétisme de la population est passé par là, certainement. C'est pour ça que je dis qu'il faut un canal de sensibilisation, d'accompagnement, des structures, aussi un système de contrôle en amont, en aval, par nos structures étatiques. Maintenant, pour le cas d'Adama, je pense qu'il ne faut pas comparer les deux systèmes. Moi, ces temps-ci, j'ai vu Adama Kanté sur les réseaux. En fait, ça m'a fait un peu pitié. Et c'est vrai que il y a eu beaucoup de... Ça, c'est ce qu'on a entendu sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de gens qui sont plaignés, ses partenaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le jeune Adama Kanté, je pense qu'il a été rattrapé rapidement par la réalité du chef d'entreprise. Et je pense qu'il a copié un modèle quelque part, au Bénin, au Cameroun, qui fonctionne. Il a copié, il l'a amené chez nous. Et sans maîtriser tous les processus, tous les parcours de la production agricole. Moi, je l'ai dit en connaissance du coup, je suis dans ce secteur il y a plus de 10 ans. Et le retour sur l'investissement dans ce secteur, c'est aux alentours de 4-5 ans. On parle de 40% déjà, hein? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que non seulement il a été rattrapé par les réalités des chefs d'entreprise, mais aussi il n'a pas peut-être été conseillé, il n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut, l'accompagnement nécessaire. Et il a été vite en besoin. Vous croyez en sa bonne foi finalement? Bon, je lui dis qu'il est courageux, il a pris de bonnes initiatives, il a été trop vite, il a été trop rapide, il a pris des initiatives très risquées sans pour autant maîtriser les préalables. Quand on veut, par exemple, on est une entreprise, on veut progresser, on a certains objectifs. Il
Il faut d'abord que l'entreprise soit viable, que l'entreprise soit structurée, que les retours sur investissement soient palpables. Après cela, on peut aller à l'innovation. Après cela, on peut faire appel à d'autres capitaux extérieurs. Donc, le jeune Adama Kanté, à un laps de temps, a brûlé toutes ces étapes. C'est pour cela que tout son système a effondré. Donc, parce qu'en fait, il ne faut pas que le jeune Adama Kanté soit un exemple pour démotiver l'entrepreneuriat. Il ne faut pas non plus que ce soit un exemple pour démotiver davantage les jeunes à entreprendre dans le milieu agricole ou d'autres accompagnants ou d'autres personnes qui... C'est ça que vous-même, personnellement, vous êtes un entrepreneur agricole. Oui, je suis un entrepreneur agricole, mais comme je l'ai dit, je répète, aujourd'hui, l'entreprise agricole, il faut au moins 4-5 ans pour avoir les retours sur l'investissement. Il faut la solidité, il faut la maîtrise des process, il faut du travail, il faut la valeur ajoutée. C'est après ça qu'on ouvre au monde. C'est pas du bling-bling. Oui. Malheureusement, j'ai vu Adama Kanté du bling-bling en fait. Vous constatez, les grands chefs d'entreprise agricole ne sont pas dans les bling-bling, malheureusement. Et le seul conseil, ce que je voulais quand même dire... Sauf qu'il n'était pas qu'entrepreneur agricole, il était dans l'immobilier aussi. Oui, c'est justement la base, c'est ça. Il n'a pas maîtrisé la base, après il s'est fructifié à d'autres activités. Oui. Et ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est que nos structures étatiques, quand ils accompagnent les jeunes, il ne faut pas qu'ils les livrent comme ça. Je pense qu'Adama Kanté était à la pêche, on l'a accompagné, on l'a livré à lui tout seul. Donc il faut de l'accompagnement personnalisé et l'accompagnement de qualité. Mais aussi, il faut encourager le financement. Vous êtes en train de dédouaner Adama Kanté ce soir devant nos téléspectateurs d'ICO. En écoutant Diko, on a l'impression qu'Adama a finalement peu de responsabilité dans cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je ne connais pas mon ami Diko parce que quand même c'est un jeune patron. Et ça, il a dit des éléments, mais le fait de dire que, et là je m'inscris en faux totalement entre les deux affirmations faites par Diko d'abord concernant le cas de la pêche. En fait, la pêche a donné un appui. Il n'a pas été incubé à la pêche, ça c'est important. Parce que je parle ici en tant que président des jeunes patrons, j'ai eu le temps de m'intéresser à ce dossier. La pêche lui a même donné des conseils. Donc il faut chercher à savoir, il voulait des choses, la pêche l'a renseigné en disant que ce n'est pas possible parce que le terrain ne t'appartenait pas. Donc ça c'est entre la petite parenthèse. Maintenant pour rapport à Mokhtar, en fait, on ne peut pas reprocher un système d'encadrement aujourd'hui au Mali. Parce que l'État malien, aujourd'hui, il y a non seulement l'État qui a ses propres incubateurs qui sont la pêche, la NPE, mais également il y a des projets et programmes, notamment comme le FACEJ. Il faut noter également qu'Adama est passé par le FACEJ, qui aujourd'hui lui avait montré un certain nombre de failles à son système-là. Mais on n'arrête pas là. Ce qui est important maintenant, il faut qu'on se dise. Quand on regarde qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est que moi je dirais plutôt, moi j'ai eu la chance de lire 1 ou 2 contrats. Quand on parle d'investisseurs, et en même temps, dans le contrat, celui qui prête l'argent est un créancier, n'est pas un investisseur, n'achète pas d'actions, mais il prête de l'argent. Et quand il prête de l'argent, on est purement et simplement dans la législation financière. Et quand on est dans la législation financière, il y a 2 types de taux d'intérêt qu'il ne faudrait pas dépasser au risque d'être frappé d'usure. Quand c'est les banques qui accompagnent, elles ne doivent pas dépasser 15% en termes d'application d'intérêt. Oui. Maintenant, on va extrapoler. Quand il s'agit de microfinance, c'est jusqu'à 24%. Mais dans les contrats que Adama proposait, 40-60%, ça veut dire que c'est carrément de l'usure. Mais l'usure celui qui accepte de donner le prêt, c'est lui qui, cette fois-ci, peut être taxé d'usurier. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Le système est tel que moi je me dis, est-ce que le montant... en langage clair, dis-moi. L'usure, ça veut dire quoi? C'est comme dire en Bamananka, voilà. Ça veut dire que tu as prêté à un taux auquel tu ne devais pas prêter. C'est illégal? Bien sûr, c'est interdit. La BCEAO interdit ça. Je dis bien, même si on prend le taux d'intérêt le plus élevé, qui est 24% en matière de microfinance, ça, à partir de 1%, c'est usure. Mais lui, il est allé à 40-60%. Ça veut dire déjà, il y a une méconnaissance. Ou alors, il a fait exprès pour piéger les investisseurs. Parce que quand il parle aujourd'hui, en tout cas, lui, il va comprendre mon langage encore plus toi. Quand je parle d'investisseurs, j'estime que je suis copropriétaire. Parce que les fonds d'investissement qui n'existent même pas au Mali, c'est là où peut-être qu'il faudrait interpeller l'État pour que très rapidement nous ayons notre fonds d'investissement. Parce que les fonds d'investissement, contrairement aux banques, c'est qu'eux, ils viennent pour renforcer les fonds propres. Ils ne font pas de crédit. Ils prennent le risque avec l'investisseur, avec l'entrepreneur pour développer l'entreprise. Maintenant, le conseil que je vais donner aussi aux jeunes... Peut-être on va revenir au conseil. Je sais qu'est-ce qui a importé, parce que moi j'ai regardé les contrats. Par exemple, vous allez voir, le premier indicateur quand vous devrez faire,
c'est que la forme SARL, je crois que souvent on voit SARL, on voit SAS, la forme juridique est importante, mais moi, en tout cas, moi, spécialiste d'investissement, je n'investirai jamais dans une entreprise qui ne soit pas la forme capitalistique, c'est pas une SA ou une SAS, ça je ne le ferai pas. Parce que le plus c'est quoi? C'est que quand tu es dans une société de personnes, peut-être qu'avant on peut avoir piégé les gens, parce que moi j'ai pas vu les états, comment on appelle les statuts sur notre société, ça peut être une SAS, ça peut être une SNC. Dans ce cas, vous investisseurs, vous êtes indéfiniment et solidairement responsable de la dette sociale. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui soulevés et qu'on ne sait pas. Donc comme il a dit, même aussi la diversification. Quand je regarde les contrats, vous allez voir l'immobilier, il n'y a pas eu d'entreprise créée à cela. C'est-à-dire ça a été rattaché à l'entreprise principale qui avait pour l'objet l'agriculture. Là aussi, c'est illégal. Ok, donc, on va vous retourner la parole. Que les gens comprennent en fait. Professeur, aujourd'hui, Adama Kanté est traité de tous les noms aujourd'hui, avec les explications qu'on vient d'entendre sur ce plateau. Finalement, quel mot retenir pour qualifier ce qui se passe, l'acte de Adama, si vous voulez? Voilà, merci. Moi, je dirais que cette situation-là, Adama est entièrement responsable. Parce que dans le cadre... Il s'agit de l'arnaque comme on l'entend souvent. Oui, certains éléments montrent que c'est de l'arnaque. Parce que même quand vous prenez un peu les différents filières, secteurs au Mali, quel est le secteur aujourd'hui où la rentabilité peut être estimée jusqu'à 40%? Pour que vous puissiez rémunérer, n'est-ce pas, des crédits, n'est-ce pas, des prêts, jusqu'à hauteur de 40%. C'est presque faux, on connaît l'ensemble des secteurs au Mali aujourd'hui. Vous êtes dans le domaine de l'agriculture. Le taux de rentabilité de l'agriculture ne peut pas être estimé jusqu'à hauteur de 40%. Pour que si quelqu'un vous place votre argent, vous prête de l'argent, que vous lui dites je rémunère jusqu'à 40%. Donc déjà, quand on s'intéresse à ces statistiques-là, on a l'impression que c'est un montage. Il savait ce qu'il faisait. C'est clair. D'abord, quand on décide d'être entrepreneur, on prend sa responsabilité en main. Et l'entrepreneuriat, c'est un parcours, c'est un processus de bout en bout. D'abord, il faut savoir qu'on est prêt. Pour entreprendre dans un domaine, il faut d'abord connaître le domaine, être prêt, tout ça. N'est-ce pas? Il y a cette étape-là. Maintenant, il y a l'étape de la mise en œuvre et d'autres éléments viendraient influencer les activités. Mais quand on regarde, et puis quand vous regardez un peu le colmatage, cette diversification tous azimuts, ou de l'agriculture, on passe directement à l'immobilier. Permettez-moi, je suivais l'une des émissions qu'il a eu à faire avec, je crois, OMTV, au Tcherno, où Tcherno est allé visiter, au niveau de, je crois, l'immobilier là, où quelqu'un disait qu'il a été appelé. Oui, c'est lui-même qui a dit ça. Que quelqu'un l'a appelé pour lui dire vraiment pourquoi la diaspora, pourquoi vous n'investissez pas dans tel domaine. Automatiquement, il s'est dit il faut qu'il aille. Depuis quand un entrepreneur prend la décision comme ça? Non, pas du tout. Donc les éléments à notre possession montrent que l'individu savait ce qu'il faisait. Même regardez la stratégie de communication qui était autour de ces initiatives. Regardez bien, quand on est entrepreneur au début, pour un début, les 5, 6, 7, souvent, on est discret, on n'a même pas vu parce qu'on sait qu'on est au four au moulin. Avant qu'il y ait retour sur l'investissement, vous savez ce que vous faites. Mais depuis combien d'années celui-là, il est connu pour que du jour au lendemain, il se hisse à un tel niveau? Bon, vraiment, c'est... D'accord. Mokhtar, Adama Kanté serait introuvable aujourd'hui. Comment vous qualifiez son acte? Un guet-apens? Alors, je ne peux pas qualifier son acte ici, je n'en ai pas les habilitations à qualifier son acte, mais ce que je peux dire, juste pour revenir par rapport à mon frère Soumano sur la question du reproche fait à l'État, je n'ai pas reproché à l'État, je n'ai pas dit que l'État était responsable. Je dis que quand Adama est responsable de ce qu'il a fait, puisque quand même il faut le dire, en connaissance des textes, normalement il est censé être un professionnel, il ne doit pas investir autant, ou en tout cas proposer un cadre d'investissement avec un taux d'intérêt usurier, ça c'est quand même très grave. Et vous n'allez pas quand même me dire qu'il n'y a eu personne, aucun agent de l'État, aucune structure qui a été informé de cela. Surtout il y avait tant de publicité autour de avec ces tant projets. de publicité que personne ne se soit saisi pour aller contrôler cette affaire, au moins mettre une première étape, avertir Adama, ça, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Moi, je parle plutôt que de cela. Il fallait en fait un mécanisme de contrôle qui aurait pu peut-être empêcher Adama d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Oui. Parce que
quand il décide d'entreprendre, bon, ok, il décide d'entreprendre, il s'est renseigné, peut-être qu'il s'est dit, bon, ok, il n'y a aucune mesure de contrôle, il n'y a rien, je vais proposer ça et ça va passer. Et la responsabilité est partagée entre et Adama et les consommateurs. Les consommateurs aussi doivent chercher à savoir dans quoi ils investissent, oui. Quelle en est la crédibilité, oui. Comment ça peut marcher et chercher à mieux contrôler aussi. Parce qu'ils ont aussi leur part et alerter. Maintenant, ce qu'Adama a fait, je pense que ça, les dossiers il y a eu suffisamment de communication autour de ça. Il faut que les services compétents se saisissent du dossier et fassent des enquêtes par rapport à ça, et qu'Adama vienne répondre, qu'il vienne répondre par rapport à tout ce qu'il a eu à faire, et que la justice s'en serve rapidement pour quand même soulager ceux qui ont été arnaqués ou en tout cas escroqués. Je ne m'avance pas à le dire parce que je ne peux pas qualifier les faits, je n'en ai pas les compétences, mais que ceux qui ont été floués ou pensent avoir été floués saisissent les organes compétents et attendent que la justice se fasse. Du coup, aujourd'hui, nous savons qu'à ces accusations, Adama a pondu une réaction. Comment vous décortiquez déjà sa réaction? Bon, déjà, moi, je voulais juste rassurer M. Soumano qu'en fait, nous ne sommes pas là à mettre uniquement les doigts sur la responsabilité de l'État. Mais l'État, c'est l'État. L'État doit veiller sur ses citoyens. Et donc, par défaut, s'il y a des actions où l'État a failli, il faut qu'on ait le courage de le dire. Et moi, je peux vous citer beaucoup de cas d'exemple où l'APEJ les a formés, les a jetés dans la pâture. Il y en a plein. Toi, tu en connais plein aussi, tu ne peux pas nier. Et il n'en connaît pas. Peut-être il a nié déjà, hein, allez-y. Bon, voilà. Maintenant, effectivement, on a vu des communiqués, plutôt la sortie, la vidéo, oui, hein. La sortie d'Adama, en essayant de calmer un peu le jeu, de rassurer un tout petit peu ses partenaires, surtout quand on écoute son langage, en disant que ça a été des erreurs du parcours, ça a été une trahison au sein de sa structure. Moi, c'est ça que j'ai retenu de son communiqué. Sinon, il a parlé d'une affaire qui pourrait tourner mal, quoi, en réalité. Voilà, alors, moi, je dirais que c'est déjà pas mal qui sortent comme ça, qui expliquent, qui au moins c'est... Est-ce que c'est pas encore mieux de revenir au Mali? Après, je ne sais même pas s'il a quitté le Mali ou pas, s'il est où, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. En tout cas, l'affaire d'Adama, on l'a aussi entendu. Moi, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, comme d'ailleurs beaucoup de gens, à travers les hommes des médias qui ont fait plein de promotions sur ça. Vous pensez que la presse aussi a sa responsabilité dans cette histoire? Mais bien sûr, bien sûr. C'est comme les histoires d'OpenAI, les histoires de toutes ces structures qui sont médiatisées. La presse aussi a une part de responsabilité de vérifier la solvabilité, de vérifier les sérieux de ceux qui font comme promotion. Ça aussi, c'est important. C'est pour cela que les responsabilités sont partagées, autant sur l'État, nos structures étatiques, autant sur la presse, autant sur les citoyens eux-mêmes. Parce que je ne peux pas aussi comprendre que, j'ai appris qu'il y a beaucoup de Maliens de la diaspora qui ont investi dans les fonds, dans le business d'Adama. Je ne peux pas comprendre qu'eux qui sont souvent assez avertis, qui connaissent un peu le fonctionnement des fonds d'investissement, et qui se permettent d'investir dans une structure qui, en peu de temps, a fait autant de progrès. Donc il y a tellement d'indicateurs alarmistes qui font qu'aujourd'hui, pour moi, la responsabilité, elle est partagée. Maintenant, la leçon qu'il faut, comme je l'ai toujours, la leçon qu'il faut retenir dans ça, c'est qu'il faut encourager. Moi, je pense que les Maliens, à travers le OpenAI, à travers Adama Kanté, viennent montrer qu'ils sont capables de faire une participation, un financement participatif. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils peuvent injecter des fonds dans les structures sans passer par l'État, sans passer par les banques, sans passer par les structures normales. Parce qu'avant, c'était ça le problème. Le problème, c'est que les gens disaient que, et pourtant, on n'a pas de fonds, on n'a pas de financement. Mais aujourd'hui, les Maliens sont capables de faire à hauteur des milliards. Donc, je souhaiterais quand même que nos structures étatiques ou nos institutions financières, nos banques, essayer de réfléchir, mettre en place des mécanismes, des vrais mécanismes de financement des participatifs. L'avenir de notre pays, l'avenir du financement de l'entreprise de notre pays, ça se repose en partie sur ça, sur le financement participatif. Mais de façon structurée, sans l'inflation, de façon contrôlée, sans les rémunérations pharaoniques et du marketing financier, quoi. D'accord. Soumano, la réaction d'Adama déjà. D'accord. Donc déjà, je rassure que je ne connais pas
d'entrepreneurs formés par la PEJ et LDC, je ne les connais pas. Je connais plutôt les efforts de la PEJ qu'elle fait dans le sens d'aider les jeunes Maliens à le faire. Tu fais la promotion de la PEJ là? Je travaille avec la PEJ. Je suis organisation de jeunes patrons, je travaille avec la PEJ. C'est le lieu de reconnaître le mérite qu'ils font. Ça, c'est clair. Maintenant, ceci dit, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que je vous donne une information ici qui va être peut-être importante. C'est que Adama n'est pas venu ex nihilo. Adama a été lauréat de certains concours. Et je peux citer un concours fait par le Forum de Bamako en 2021. Il a été le seul lauréat malien. Donc, premier, ça veut dire déjà que des professionnels avaient déjà travaillé sur son dossier. Il est passé par un incubateur à travers justement le FACEJ, donc qui aussi lui avait accordé un prêt. Mais après, qui s'est soldé parce qu'ils se sont fâchés. Maintenant, vous savez, l'État, on ne peut pas, encore une fois, je me mets dans la posture d'un spécialiste en investissement pour dire que les dispositifs mis en place par l'État sont très sélectifs en matière d'investissement parce que quelqu'un qui veut créer son entreprise, je ne t'apprends rien, il y a un certain nombre d'informations et de documents que tu lis, que tu soumets à l'État, notamment le casier judiciaire. Aujourd'hui, si le casier judiciaire, il est indiqué que tu as fait l'objet de condamnation, l'État se refuse de t'ouvrir de l'activité. Mais si tu fournis un casier judiciaire vierge, le rôle de l'État, ce n'est pas de présumer ta mauvaise foi. Je suis désolé. L'État est obligé de prouver la bonne foi. Maintenant, de la même manière, vous allez voir des gens qui, a priori, semblent être innocents, et des gens qui semblent être innocents, qui font des activités, mais derrière font des activités illégales, notamment le blanchiment d'argent. On a vu ça. Donc quelqu'un qui ne comprend pas va voir, celui-là, il est dans ça, je vais faire pareil. Et ce qu'on a retenu comme information aujourd'hui, c'est que finalement, moi, quelqu'un qui lit un contrat soumis à des soi-disant investisseurs, parce que moi je ne les qualifie pas d'investisseurs, c'est des prêteurs en fait. C'est ça, les prêteurs. Et un prêteur aujourd'hui qui accepte de fournir un taux d'intérêt qui dépasse les 24%, doit se remettre en cause. S'il ferme les yeux, en droit, on dit nul ne peut se prévaloir de ses propres habitudes. Ce n'est pas que je suis en train d'accuser les investisseurs, mais je suis en train de donner des conseils. Oui, est-ce que la réaction d'Adama vous a convaincu? La réaction d'Adama, pour moi, il n'a pas, ça veut dire déjà que ce n'est pas un professionnel. Pourquoi dire j'ai été marabouté? Il ne faut pas, le sentiment n'existe pas en matière de business. Ça, je suis président de jeune entrepreneur, j'ai le droit de... C'est quand même une réalité de notre société. Oui, mais c'est une réalité, mais c'est comme si je dis à mon patron, moi je ne me réveille pas tous les jours, je ne veux pas me réveiller pour venir au bureau à 7h30 parce que je suis marabouté, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire son boulot. Donc moi, j'ai le rôle, j'ai le devoir de soutenir Adama en tant que jeune entrepreneur, même s'il n'est pas parti de l'OPEJ, de l'EJAP, mais je dis quelque part, il faudrait aussi dire des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, ce qu'on peut peut-être dire, tirer des enseignements, et comme l'avait si bien fait Mokhtar, c'est de donner des conseils. Il faudrait déjà toute idée d'opportunité d'affaires qui propose, j'allais dire, des rémunérations mirobolantes, il faut se le refuser. Et d'ailleurs, autre conseil que je donnerai aux gens, il faut toujours chercher à connaître le modèle économique. Parce que finalement, quand on regarde l'activité d'Adama, le modèle économique, c'était quoi? C'était les 2 R. Rassurer et faire rêver. À rassurer, les gens disaient oui, TV5 m'a sorti, OM m'a fait machin, etc. Et faire rêver aux gens, c'est de proposer justement des taux de rémunération de 60%. Et en ce moment, les gens qui appâtent là, c'est clair. Et en quoi l'État va intervenir dans ça? Parce que c'est un contrat. Vous êtes en train de nous conduire vers la thèse de l'arnaque finalement? Non, je n'ai pas dit c'est l'arnaque. Encore une fois, je n'ai pas, mais je suis en train de dire comment, peut-être le modus operandi. Mais encore une fois. Vous avez parlé des déserts quand même. Non. Le modèle économique, c'est ça. Nous, on comprend le spécialiste en investissement. Pour pouvoir faire venir des fonds, il faut les 2 R. Et rassurer et faire rêver. Je n'ai pas dit qu'il a fait forcément pour arnaquer, mais ce qui est important, jusqu'à preuve du contraire, tant que la justice n'a pas fini son travail et qu'il a une dernière condamnation, il est malséant pour nous de dire qu'il est escroc ou qu'il est ceci. Professeur, Madame a réagi à toutes ces accusations. C'est pourquoi encore je me pose la question de savoir, est-ce qu'il sait qui est l'entrepreneur? Là, on agit en toute responsabilité. Comme on annonce certainement, il le sait, qu'il aurait même eu des prix. Mais en fait, les éléments qu'il a avancés ne convainquent pas. Quand vous dites trahison, vous êtes censé, les ressources humaines, tout ça, l'environnement des affaires, vous êtes censé maîtriser tout ça, et c'est en connaissance de cause de tout ça que vous agissez. Donc, il a fait une mauvaise affaire. Maintenant, comme vous avez dit, les différentes autorités en question, après s'être investies, vont dire quelle est la part de responsabilité de chacun.
Mais en tout cas, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'au moins à plus de 70%, Adama est responsable de la situation qui est arrivée. Une entreprise, lorsque, n'est-ce pas, elle fait des rentrées de sous, vous avez des revenus, c'est dans votre poche. Et donc, du coup, quand ça ne marche pas, vous ne pouvez pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Maintenant, vous faites allusion souvent à la contribution de la diaspora. Je crois qu'il faut un peu relativiser. Posons-nous la question de savoir, la diaspora malienne, quel est son niveau, généralement? Ce sont nos frères qui ne sont pas là à l'école, tout ça, qui n'ont pas cette connaissance de cet environnement des affaires comme nous. Souvent, après des durs labeurs là-bas, ils ont des petits revenus, ils voudraient investir au niveau du pays, ils ne savent pas comment placer. Maintenant, ils sont là, quelqu'un vient, il les presse dans un domaine. Maintenant, à travers une stratégie de communication, ils passent à Renouveau, au MTV, TV5, donc ils se disent, ah, mais quel est le meilleur indicateur pour moi, que je suis en France, au Gabon, etc. Donc, je me dis, non, celui-là, vraiment, s'il circule bien, donc c'est une... Tel média est crédible. Vraiment, donc c'est une bonne affaire. Donc du coup, il a profité de cette situation, les gens ont investi. Maintenant, après, ils ne peuvent pas avoir toutes ces informations. Même nous qui sommes soi-disant allés à l'école, souvent pour avoir accès à ces informations, c'est pas facile lorsque vous voulez créer des entreprises. Et puis en plus, d'abord, pour prendre des décisions, il faudrait que vous ayez accès à certaines informations de l'entreprise. Quelle est cette entreprise qui va vous donner ces informations si elle estime que ces informations ne l'arrangent pas? Du coup, c'est comme vous avez vos bilans. Lorsque le fisc vient vers vous pour demander des informations sur vos bilans, est-ce que vous les communiquez normalement? Non. Donc, du coup, il est facile de dire, vous savez, toute cette réglementation, etc., c'est l'État qui doit jouer son rôle. Et normalement, lorsque l'État se rend compte qu'un acteur est en train d'agir dans un environnement et que ce n'est pas trop sérieux, à l'État de rappeler à l'ordre pour dire, ah, l'État peut interdire actuellement, vous avez dit à certains médias de quitter le pays, non? Vous avez agi en toute responsabilité. Donc, du coup, lorsque vous vous rendez compte que, parce que, au fait, le comportement de ça, vous savez combien de familles seront pauvres? Maintenant, ils seront pauvres à cause du comportement de ça. Non. Et puis encore, même les Maliens qui devaient investir deuxièmement au Mali vont hésiter 1000 fois. Oui. Si monsieur voudrait investir, faire appel à la capitale, ça devient difficile. Donc, il y a tous ces éléments qu'on doit. Jessie, pour sortir de ce sujet déjà, est-ce que le Mali est devenu un paradis pour ces vendeurs de rêves finalement? Alors, je ne dirais pas que le Mali est devenu un paradis pour ces vendeurs de rêves. Je dirais plutôt que le Mali est une terre de facilité offerte à toutes ces personnes-là qui viennent investir ou qui veulent faire des affaires, pour la simple raison que nous n'avons pas de mécanisme efficace pour pouvoir contrôler, voire stopper ce genre d'initiative-là. D'où l'expression paradis pour eux. Bon, je ne dis pas paradis, mais c'est parce que il faut apprendre que le monde évolue, le monde des affaires va très vite, donc il faut que les pays puissent, en leur sein, s'adapter et éviter ce genre d'investissement, ou en tout cas ce genre de système qui peuvent très vite tourner à l'arnaque ou à l'escroquerie. Ce que moi je peux dire ici, c'est que chaque acteur a sa part de responsabilité, à commencer par l'État. Si l'État n'arrive pas, si l'État présume la bonne foi, ok, on est gentil, on veut encourager l'investissement, on ouvre des entreprises, on permet aux jeunes d'entreprendre, mais une fois que l'État a connaissance, ne serait-ce que d'un détail qui puisse être à risque, l'État doit automatiquement, à travers ses organes de contrôle, prendre ses responsabilités. Ensuite, la personne, l'entrepreneur, doit se former, s'informer, pour pouvoir éviter de rentrer dans des systèmes, parce que je veux bien croire en la bonne foi de Adama, mais quand on mène ce genre d'opération, il faut quand même avoir du conseil avec soi. Il faut chercher, il y a des structures ici qui conseillent, il y a des privés, du public, donc il faut que les entrepreneurs se posent cette question-là, se remettent en cause dans leur pratique. Ensuite, j'en veux également aux médias. Les médias doivent faire extrêmement attention. On est dans un monde de communication aujourd'hui. Tout se lit, tout se sait, tout se comprend sur les réseaux sociaux. Et quand un organe de médias se lève, va faire la promotion, ou en tout cas la communication autour des activités de Adama, sans chercher à comprendre comment est organisé son modèle de business, comment on peut assurer une rentabilité à son business, et comment l'argent des investisseurs, ou en tout cas des prêteurs, est géré, il faudrait quand même qu'on se pose des questions sur le professionnalisme de ces médias-là.
un travail d'enquête doit se faire avant de diffuser au monde entier, à nos compatriotes de la diaspora, à nos compatriotes ici qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire, qui veulent juste investir pour rentrer un peu d'argent. Et donc, il y a ça. Et ensuite, nous les consommateurs, aujourd'hui, on doit chercher à comprendre les systèmes d'investissement. On doit se renseigner sur comment on peut investir. Encore une fois, il y a des organes de conseil pour ça. Et j'encourage vraiment et les entrepreneurs et les investisseurs à se rapprocher des structures d'investissement. Quand ils veulent investir, il y a des structures dédiées à cela. Il faudrait qu'on se rapproche de ces structures-là pour être sûr qu'on a le contrôle encore. On a les bonnes informations. Et comme ça, on est rassuré, comme il l'a dit, et on peut avoir un retour sur investissement dans un cadre qui correspond à la réglementation, qui n'enfreint pas les règles de notre pays. D'accord. Monsieur Diko, lorsqu'on parle d'insécurité, on pense immédiatement au ministre Sadio Kamara. Lorsqu'on parle d'électricité, c'est la ministre Sedou qui est désignée. Ici, on parle d'investissement. Personne ne parle du ministre en charge des investissements au Mali. Ce qu'on appelle souvent dans l'indignation sélective. Non, je ne pense pas que ce soit de l'indignation sélective. Le ministre ne nous doit pas des explications après tous ces événements? Oui, bon, je pense que dans un premier temps, peut-être les dossiers seront à la main de la justice d'abord, pour savoir ce qui se passe, et réellement s'il est fait, si c'est des faits à charge, voilà, à la suite de ça, peut-être qu'il y aura des communications un peu plus explicatives. Pour moi, ce qui est important, je l'ai dit, c'est que les structures de contrôle en amont ont failli. Ça, c'est important. Je pense que ça, tout ce qui vient de se passer doit être une leçon. Enfin, doit permettre à l'État, au modèle de nos entreprises, au modèle tout court, au processus de création d'entreprises, de suivi, de management, de suivi des entreprises. Ça doit interpeller tout le monde. Qu'on doit aller vers la rénovation, qu'on doit informer, aussi qu'on doit avoir une culture de l'argent. Vous savez, tout ça c'est autour de l'argent. L'argent aujourd'hui est devenu le dieu des Maliens, je suis désolé de le dire. Pas seulement les Maliens, monsieur Diko. Voilà. Donc l'argent, on doit avoir une éducation de l'argent dans notre société. Et aujourd'hui, c'est l'argent qui définit le statut social. Et tout ça c'est aujourd'hui, mais bien avant, c'était pas ça. Donc, toutes nos bonnes mœurs, on doit les inculquer, éduquer nos enfants, et aussi avoir une politique d'éducation économique et financière, c'est important. D'accord. Parce que tout ce que nous venons de voir, c'est parce que ça n'a pas marché financièrement et économiquement. Oui. Donc, le système de suivi, le système de contrôle, le système de management, le système de création d'entreprises, et aussi, je retiens sur un truc, un fait que je trouve pour moi positif. Oui. C'est que le système de financement participatif. Et ça, l'investissement, ça sera un levier important pour le ministre en charge des investissements, de voir qu'est-ce qu'il peut faire autour de ça, voir que les Maliens aujourd'hui ont... Est-ce que le ministre n'est pas finalement indifférent lorsqu'il s'agit de l'investissement? Non, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, c'est que nos différentes structures étatiques en charge des investissements ont un œil plus particulier vers les capitaux étrangers. Oui. Alors qu'aujourd'hui, le vrai modèle, c'est à l'interne. C'est développer, mettre en place des mécanismes de création de recherche et de financement interne. Soumarou, votre dernier mot. Alors, ce que je voulais dire, déjà, il faut savoir la question, l'organisation institutionnelle aujourd'hui de l'investissement, c'est compliqué. Il faut faire attention. C'est pas faire, comme vous l'avez vu, le parallèle énergie, ministre de l'énergie, ceci, c'est là. Le ministère de l'investissement aujourd'hui, pour l'entrepreneuriat jeune, c'est clairement de nos ministères de l'emploi. Entrepreneur national, emploi, formation professionnelle. Mais c'est l'API relève du... Non, ça dit je viens. Ça dit ce qu'il dit. Et agriculture, c'est le ministre de l'agriculture, ça dépend des investissements. Aujourd'hui, le secteur privé, on parle de cette question du secteur privé, parce que c'est privé. Secteur privé, c'est beaucoup plus les structures fêtières. Chambre de commerce, patronat, etc. Et malheureusement, je n'ai pas connaissance de la demande au sein de l'organisation de jeunes patrons. Ça, j'ai regardé la liste, il n'était pas dedans. Donc ça veut dire que lui-même, il n'a pas voulu se faire accompagner. Sinon, il y a des accompagnements qui se font. Ceci étant, il a parlé aujourd'hui de financement participatif. Ce n'est pas du ressort du ministre de l'Investissement. Ça, c'est du ministre de l'Économie et des Finances. Parce que le financement participatif, la BCAO n'a pas prévu ça. Le crowdfunding, là,
ça ne peut pas prospérer parce qu'il n'y en a pas de législation en la matière. Les seuls pays qui ont tenté dans la zone du moment de le faire, c'est la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Et je vais finir pour dire que, encore une fois, le problème de l'entrepreneuriat jeune, je parle en tant que président des jeunes patrons, ce n'est pas le problème de financement, c'est le problème d'accès au marché. Quand vous avez le marché, vous avez le financement. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre contrat en bonne et due forme qu'une banque qui refuse de vous accompagner. Ça, je ne vois pas. Mais tant que vous n'avez pas de marché, si on vous donne le financement, c'est ce qui arrive à demain. Il a pris l'argent au lieu de vendre, il est plutôt allé prendre des immeubles. Et l'argent est parti. Donc c'est vraiment ça. Ça, encore une fois, ça c'est important. Pour terminer, Pour terminer, je vais dire, les gens, comme il a dit, mon cher frère ami, il faudrait que les investisseurs, entre guillemets, pour se lancer dans tout projet d'investissement, ils doivent se faire conseiller. Et ne jamais dépasser, encore une fois, 30% de leur mise dans une seule affaire. Professeur, votre dernier mot là-dessus. Ok, je reviens par rapport à la question que Diko avait soulignée. Vous avez 30 secondes. Oui, c'est la question du modèle de société qu'on veut. Lorsqu'on arrive à définir quel type de modèle de société qu'on veut, vous allez voir, on saura quel type d'entrepreneur qu'on veut, les formations vont suivre. Et aujourd'hui, je soutiens aussi la question de l'investissement n'est pas forcément liée au ministère de l'investissement. Parce que ce qui est arrivé, ça peut être... Peut-être si c'est mal comporté, là, on peut d'autres qualificatifs à cela. Et donc, on va attendre à ce niveau. Pour moi, il faut se former. On n'entreprend pas comme ça. Imaginez même quand on retourne en arrière chez nous, si votre père était agriculteur, avant qu'on ne vous donne votre champ, vous faites d'abord 5, 6, 7 ans, 8 ans avec lui. C'est lorsqu'il s'est assuré que vous maîtrisez l'environnement qu'on dit voici votre parcelle. Si vous devez être berger, donc l'entrepreneur aussi c'est la même chose. Vous devez vous y former, allez-y en stage, ça ne tombe pas du ciel. Ok. Mokhtar. Moi, je dirais, pour vraiment préserver ces ressources et en tout cas préserver un climat d'investissement sain dans notre pays, il faudrait que chaque acteur s'informe, se forme et se rapproche des spécialistes. Dans ce pays, malheureusement, on ne se rapproche pas des experts, on a peur de l'expertise. Et des expertises, elles existent, il faudrait en profiter pour être sûr que ce qu'on investit est sûr et contrôlé. Moi, je voudrais simplement rappeler ceci. Chaque mécanisme d'entrepreneuriat doit être accompagné par un mécanisme de suivi, de contrôle, d'accompagnement pour être sûr qu'on évolue, on investit dans un climat sain et favorable à l'épanouissement des jeunes et futures générations de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la communication est extrêmement importante. Quand on communique sur quelque chose, essayons d'en savoir la crédibilité, la quintessence, mais aussi le sérieux. C'est en cela que nous allons permettre de créer un environnement économique favorable et sûr. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Boubakary Diko, premier vice-président au niveau du parti Élément, Mokhtar Sy, président de la génération engagée, Cheikh Oumar Soumano, il est président de l'organisation des jeunes patrons du Mali et coordinateur du baromètre, professeur Abdoul Karim Djamoutene, professeur d'enseignement supérieur et également président du mouvement pour la justice et la justice sociale. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la commune 4 du district de Bamako. Au revoir.